Bonjour et bienvenue à la rencontre avec Paul Kavzak pour le festival Colère du Présent, ou plutôt sa version dématérialisée. Donc cette vidéo est en ligne sur le site Monde d'après. Paul Kavzak, tu es primo-romancier. Ton premier roman est paru à la rentrée de janvier dernière en France et au Québec aux éditions La Peuplade. Ça s'appelle Ténèbres. Merci d'être avec nous. Est-ce que, pour commencer, déjà, tu peux nous parler un peu de Ténèbres et nous résumer l'intrigue et le propos de ton roman, s'il te plaît? Alors bonjour Julien, bonjour et merci de l'entretien. Alors Ténèbres, ça se passe pendant la colonisation belge du Congo par le roi Léopold II dans les années 1890. Et donc on suit les pérégrinations d'un jeune géomètre qui est envoyé au Congo d'une nouvel État, nouvellement acquis, nouvellement même tracé sur les cartes pour y matérialiser en tout cas une frontière nord à même le sol. Et là-bas, il va faire la rencontre d'un bourreau chinois spécialisé dans la découpe humaine. Et conjointement, finalement, le roman va raconter l'histoire d'une double découpe, la découpe du territoire et la découpe du géomètre, puisque le géomètre va demander au bourreau chinois de le découper à mesure qu'il découpe le nouvel état du roi Léopold II. Donc, c'est un roman qui pourrait se placer un peu dans la lignée ou dans la rupture du grand roman d'aventure. Tu as fait une thèse toi-même sur le roman d'aventure au début du XXe siècle, les années 20 et 30, si mon souvenir est bon. C'est une forme d'hommage. Alors oui, bah, c'est un hommage, pas tant un hommage qu'une réécriture, un moment pour se repencher, pour déconstruire, décortiquer un peu cette forme du roman d'aventure qui finalement est né en fait avec le roman d'aventure moderne en fait est né avec la propagande coloniale. C'était à la base un outil de propagande coloniale, puisqu'il s'agit de raconter les exploits de jeunes Européens dans les colonies, et qui ensuite a été développé, littérarisé, par exemple en Angleterre avec Joseph Conrad, ou en France, André Malraux, Saint-Exupéry, etc. Mais globalement, c'était un roman qui portait une vision voilà, très coloniale, très agressive en s'en rendant compte et parfois inconsciemment. Et je voulais justement déconstruire ça, retourner dedans, refaire un roman d'aventure, mais qui en soit un qui dévoile tout cet inconscient de violence en fait, qui est à la fois dans le roman d'aventure traditionnel et puis aussi dans qui est sous-jacente aux structures encore actuelles, qu'elles soient coloniales, libérales, économiques, libérales, néolibérales, etc. Mhm. D'accord. Ouais, parce qu'une des choses qui est frappante dans ton roman, donc on suit un peu un parcours classique dans ce type de roman d'un jeune homme qui va faire son initiation sur le continent africain. Sauf que là, on peut pas vraiment parler d'exotisation, ni de la colonisation, ni du continent africain, hein, puisque sont très présentes la maladie, et la violence. Euh, je crois qu'il y a il y a des bases politiques derrière ton roman. Il y a un enjeu politique aussi qui se joue là. Ben, l'enjeu, c'était. Alors, il y a plusieurs enjeux parce que dès qu'on va toucher à l'Afrique coloniale, forcément, ça devient éminemment politique. Il y a un enjeu, comme tu disais, dans la représentation de l'Afrique coloniale où de toute façon la représentation de l'autre en Occident, on a forcément un imaginaire de l'autre moi ayant grandi en France et a été passé par le prisme de la vision raciste et coloniale, donc en plongeant en représentant l'Afrique, en fait, j'étais forcé moi-même à me poser des questions, à prendre des distances. Le choix que j'ai fait, c'est principalement de représenter des colons blancs plutôt que des autochtones du continent, puisque je laissais leur histoire à ces autochtones-là. Et politiquement, un autre aspect qui m'a paru important de développer était celui tout simplement de l'idée de la découpe. En fait, j'ai choisi cette idée de découpe, c'est il m'est apparu que c'était peut-être un des transversales de la violence
patriarcal, néolibéral, étatique au sens de l'État bourgeois, qui est toujours en activité actuellement, hein. Puisqu'il y a mutilation des corps, hein. Au Congo, on mutilait notamment les mains des travailleurs, ce qui n'est pas sans évoquer mutilation de la main. Bon, c'est un classique en fait dans l'histoire de la violence étatique ou coercitive du capitalisme ou autre. Il y a eu mutilation des territoires, puisqu'on a découpé la conférence de Berlin de façon très arbitraire et violente des territoires qui n'avaient rien à voir finalement avec les réalités africaines de l'époque. Et puis, mutilation aussi des façons de penser, des cultures, du monde, puisque la culture occidentale m'est apparue comme finalement très catégorisante, et venant avec ses propres catégories qui sont rien d'autre que des façons de découper le monde. Et donc, la représentation précisément du monde africain tel qu'on peut la pratiquer, nous, en Occident, ce n'est rien d'autre qu'une façon de le découper autrement. Donc, il y avait comme, en représentant le monde africain, il y avait une mise en abîme de cette façon-là de représenter, c'est-à-dire que je ne prétends pas du tout, moi, être exempt de cette vision-là européenne découpante, mais en la mettant en abîme, je pouvais la distancer, espérer la déconstruire. En parlant de point de vue et de distanciation, tu disais dans une précédente rencontre que finalement, c'était pas un roman de l'Afrique ou de la colonisation africaine, c'était plutôt un roman du déclin de la civilisation occidentale. C'est ça qui a présidé à ton choix aussi de mettre. Oui. Bah alors le déclin, au sens que ce qu'il y a de particulier en ce moment avec la civilisation occidentale, c'est qu'en déclinant, elle emporte tout le monde avec elle. On le voit peut-être que le virus qui nous garde chez nous en est un autre exemple, puisque bon, il semblerait que sans destruction néolibérale du monde et mondialisation à outrance, le virus n'aurait pas eu ces chances de se propager, de nous garder chez nous. Donc c'est un peu cet Occident qui a acquis une puissance extraordinaire à la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, et pendant le XIXe siècle et au XXe siècle avec une technologie incroyable. On a beaucoup profité pour asservir, détruire et capitaliser. En s'en rendant compte ou dans un élan suicidaire, on le voit très bien, détruit la planète, détruit les cultures, détruit les corps, détruit les écosystèmes à une échelle de plus en plus grande. Donc oui, il y a eu un déclin, à la fois une apogée de puissance, de pouvoir, de puissance de pouvoir, qui a entraîné de cette civilisation occidentale, mais qui a entraîné en même temps son déclin, puisque depuis cette apogée de puissance, ça a principalement, il y a eu évidemment beaucoup d'avancées. Il y a la technologie, mais également deux guerres mondiales, plein d'autres guerres ayant recours à la technologie, etc., comme on disait, destruction de tout. Donc oui, je voulais remonter un petit peu le Congo de Léopold II m'apparaissait non pas plus cruel que les autres colonisations. Il ne s'agissait pas de comparer les violences ou qui souffraient le plus, c'est pas du tout mon propos, mais me paraissait structurellement très symptomatique de la rencontre du capitalisme, de la technologie et de leur service rendu au geste colonial, à la geste coloniale, puisque Léopold II, sans les bateaux à vapeur, par exemple, n'aurait jamais pu conquérir le Congo, enfin en tout cas le dominer géographiquement, et sans des actionnaires qui, avec des stratégies bancaires toujours plus innovantes, n'auraient pu réunir assez d'argent pour asservir pareil, ce territoire à peu près grand comme l'Europe. Et il se trouvait que Léopold II et ses quelques actionnaires n'étaient finalement que les quelques bénéficiaires et in fine propriétaires du Congo, ce qui nous rappelle des situations où finalement quelques hommes extrêmement puissants, hommes blancs, possèdent et détruisent une immense partie du territoire autre qu'eux. Donc il y avait c'était le Congo de Léopold II me paraissait représentatif
pas du début, mais du premier moment vraiment virulent et important et symptomatique de ce qui deviendra quelque chose qu'on retrouve actuellement, comme, je ne sais pas moi, le conseil d'administration de Total, ou quand, si on peut lire les écrits d'Alain Deneau, hein, sur la puissance de Total, qui est finalement une entreprise, un consortium supra-étatique, adémocratique, hein, démocratique, pas démocratique du coup, détenu par quelques êtres, personnes puissantes, et qui décident de la vie, de la mort, des écosystèmes, des cultures et des personnes. Donc, pour moi, il y a vraiment un continuum, et on pourrait donner malheureusement des dizaines et des dizaines d'exemples de cette situation actuellement, et il y avait un continuum entre le Congo de Léopold II et cette situation-là. Non pas que le Congo de Léopold II était l'œuvre primordiale ou la situation de départ, mais le premier symptôme vraiment visible et manifeste. Donc il y avait une volonté en repartant, disons, dans le passé, et en utilisant une forme littéraire qui, à l'origine, enfin, qui a eu une postérité, mais qui était un peu datée, aussi de parler de maintenant et de ce qui se passe maintenant dans le monde. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que actuellement, nos perspectives d'avenir, l'imaginaire collectif, hein, c'est plutôt celle de la fin du monde. Hein. Je dirais en Occident. On pense, oui, alors là, on avait la destruction du climat, maintenant on a l'imaginaire de la pandémie. Enfin, je veux dire, on a deux grands imaginaires de fin du monde, donc on a beaucoup de mal à se projeter en avant. Donc, pour parler du présent, il me semble pour moi, ça a été la meilleure façon, ça a été de parler du passé. Mais c'était véritablement dans un but de parler du présent, puisque le futur, en fait, est bloqué. C'est très difficile de voir un avenir. Et puis, très difficile pour l'Occident. Dans cette idée-là, il y avait aussi, bon, voilà, on a joué notre coup, c'était une catastrophe totale. Peut-être serait le moment de passer le bâton à d'autres visions du monde, quoi. Alors, on a parlé un peu du sous-texte et des fondements en termes d'idées de Ténèbres, mais Ténèbres, c'est pas que ça, c'est aussi un texte littéraire. Et dans cette question de la découpe, il y a quelque chose qui est central et qui est assez fascinant. C'est le bourreau, donc le personnage du bourreau chinois et maître tatoueur chinois Ji Jiao, qui va, disons, accomplir son histoire d'amour avec Pierre Claes en le découpant selon les principes du Ling Chi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le Ling Chi, qui est vraiment au cœur de certains motifs esthétiques et de l'histoire du roman également? Alors, le Ling Chi, c'était une pratique, alors je ne sais pas depuis quand elle est apparue, mais qui a existé jusqu'en 1905 en Chine, puis qui consistait à découper des gens vivants, en fait, le plus longtemps possible, hein, des condamnés, souvent pour des crimes très graves, et en essayant de les maintenir en vie le plus longtemps possible, et sur la place publique. Une sorte de supplice vraiment très effrayant, quoi, très horrifiant. Et dans mon livre, c'est à la fois ça, et puis j'ai rajouté une dimension extatique, hein, puisque quand les premiers Européens, bon, plutôt, quand des photos sont arrivées en Europe, il y a des photos de Ling Chi qui sont arrivées en Europe, et les premiers à les avoir vus ont très vite fait le rapprochement dans leur esprit entre extase mystique et supplice du Ling Chi. Parce que bon, les suppliciés étaient sédatés à l'opium, et donc c'est possible que leur expression faciale ressemble parfois à celle de, je sais pas, Thérèse d'Avila ou autre. Et donc, on peut se retrouver ça dans les écrits, par exemple, d'Octave Mirbeau ou de Georges Bataille, une association découpe humaine et extase. Dans les faits, je ne pense pas que c'était extatique du tout d'être découpé vivant sur la place publique. Mais dans mon livre, j'ai voulu explorer cet aspect érotique de la chose, cette vision précisément occidentale de cette découpe, pour en explorer les sous-bassements précisément érotiques, et cette fois-ci m'éloigner un peu peut-être du terrain strictement politique
pour aller vers quelque chose de plus anthropologique. Pourquoi cette violence-là, quoi? Pourquoi la découpe des mains? Pourquoi la découpe des territoires? Pourquoi la mutilation est si présente, a été si présente ou elle l'est toujours dans cette violence? En tout cas, qui est celle dont je parle, qui est la violence coloniale. Et en mettant en rapport à la fois la violence coloniale, un certain mysticisme chrétien et des pratiques chinoises dans le roman, c'est ce que je fais. Et le tout à l'aune de lectures un peu érotico-bataillesques. Et j'ai voulu essayer de cerner une espèce de dolorisme voilà, érotique au sous-jacent ultra puissant qui aurait été comme une espèce de moteur du mal dans toute cette violence-là, cette violence à travers les âges. Alors, ceci pas pour dire, et là on retourne aux politiques, cette violence-là est fatale, etc. Il peut y avoir une violence effectivement extrêmement souterraine dans l'humanité, mais précisément, c'est pour ça qu'il faut redoubler, je dis bien redoubler d'ardeur dans l'encadrement politique et social de cette violence-là. Mais c'est pour montrer que précisément, par exemple, la colonisation a pu se nourrir de tout ce qu'il y avait de plus sombre et de ténébreux précisément dans l'esprit humain et dans son corps. Il y a quelque chose d'intéressant là en t'écoutant, ça me fait penser plutôt à la postérité de l'époque que tu as étudié sur le roman d'aventure, mais dans les années 30 jusqu'à 50, 60, il y a un courant littéraire en France qui est presque basé sur la révélation du mal avec un grand M comme une force extérieure. Je pense au livre de Michel Bernanos, La montagne morte de la vie. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion Non, non, non. de lire ce texte-là. Mais dans cette littérature, le mal est une idée qui dépasse complètement l'homme et qui le dévore. Et finalement, j'ai l'impression que dans Ténèbres, ce mal-là, finalement, tu l'incarnes, ou plutôt tu lui redonnes le corps qu'il avait, et tu l'appelles capitalisme, finalement. Oui, mais il y a capitalisme, mais c'est pas aussi, je dirais, aussi univoque que ça. C'est-à-dire que dans mon livre, il y a un mal, il y a quelque chose qui amène plutôt à la spiritualité. En fait, c'est à travers le mal que mes personnages accèdent à un certain, justement, par-delà le bien et le mal. Et il y a quelque chose aussi beaucoup dans la chrétienté et dans la spiritualité chrétienne, puisque plusieurs de mes héros sont, surtout un, est absolument fasciné par des tableaux du Christ en croix. Mais il y a quelque chose, je veux dire, ça peut être à peu près le rôle d'une œuvre d'art, c'est-à-dire de laisser le mal déborder. C'est-à-dire que dans mon roman, oui, le mal domine, le mal est fatal, le mal est là et on ne peut rien y faire et les choses sont extrêmement sombres. Mm-hmm. Mais la littérature me paraît être un endroit pour ça. C'est-à-dire que il faut le regarder, il faut l'observer. Mais ce n'est pas pour autant que dans l'organisation politique humaine, il faille se résigner à ce mal-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce mal-là dépasse le capitalisme. Oui, il y a la fameuse question du mal, elle sera toujours là. Et pour moi, elle dépasse le capitalisme. Plutôt le capitalisme, peut-être une forme qui a tendance à laisser le mal libre de faire beaucoup de choses. Mais voilà, je veux que ça soit clair que voilà, c'est pas parce que dans mon livre le mal domine que pour moi dans la vie publique il faille se résigner à le laisser aller. Mm-hmm. On a encore quelques minutes avant de couper l'enregistrement. Il y a aussi, tu parlais d'un personnage qui est fasciné par les tableaux du Christ en croix, et il y a une dimension esthétique extrêmement forte dans ton livre, et je me demandais si tu t'étais appuyé sur des choses pour exercer ça, pour exercer ça, parce que d'un point de vue littéraire, il y a quelques envolées un peu à la Huysmans aussi, mais même d'un point de vue pictural. Là, je vois derrière toi une affiche du douanier Rousseau avec une Ouais. jungle et un tigre. Est-ce que tu as des influences picturales comme ça qui t'ont amené à tes descriptions et à cette manière de rendre le cauchemar de la jungle? Ben oui, oui, oui. Je vois que tu es bien informé, je viens de l'Orne. Oui, oui,
j'ai pas mal été inspiré par les primitifs flamands, qui sont ces peintres des Flandres et aussi de Bourgogne. Ce qui m'intéressait chez eux, c'est qu'ils étaient parmi les premiers à la fois à peindre à la fois, ils peignaient toujours des scènes très spirituelles, hein, d'annonciation, de mise en croix, de présentation de l'enfant Jésus, etc., avec des anges, mais qui étaient incarnés dans un monde extrêmement bourgeois et faste. C'est-à-dire que on peut voir, je sais pas moi, la Marie et Jésus sur ses genoux, et tout autour, plein de broderies, de soieries, de diamants, de bijoux, dans une salle extrêmement bourgeoise d'une ville européenne, et au loin un fleuve sur lequel il y a des bateaux, et on devine bien que ces bateaux ne viennent pas de nulle part, ils apportent les richesses des colonies, etc. Donc ça a été comme dans ces tableaux, il y a à la fois la rencontre précisément entre le capitalisme qui se met en place sur notamment l'exploitation coloniale. C'est ce que montre Marx dans l'accumulation primitive. Il explique que pour arriver à la masse critique de capital qui a permis d'activer la machine capitaliste, il a fallu entre autres l'expropriation agricole et le pillage des colonies. Donc ces tableaux-là mettent en scène le pillage des colonies sans le savoir, et mélangé avec une spiritualité chrétienne voilà, qui pose ces questions du bien et du mal. On peut voir effectivement Jésus qui meurt sur la croix, mais il y a des draps absolument somptueux qui vont le recueillir et qui n'existeraient pas sans l'oppression des colonisés. Donc il y a quelque chose, c'est vraiment cette peinture-là, mais petit à petit, je me suis rendu compte était de plus en plus fascinante, parce qu'elle était vraiment cette rencontre-là entre une éthique, une philosophie, une théologie complètement luxueuse et qui finalement a les pieds dans le sang. Et c'est ça que... Donc, dans mon livre, il y a des scènes de personnages, plusieurs personnages ont tendance à avoir des hallucinations, que ce soit les fièvres ou divers accès délirants. Et plusieurs de ces accès délirants ont été, je les ai fait délirer dans le cadre de tableaux célèbres comme Les époux Arnolfini ou des choses comme ça de Van Eyck, etc. Excellent. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci à toi. à mes questions, Paul. Donc, Ténèbres de Paul Cavzac, un premier roman paru en janvier dernier aux éditions La Peuplade et en librairie à nouveau bientôt en période de déconfinement. Merci, Paul. Enfin, merci à toi.